Oui, ça va? Alors, on peut commencer donc, hein? Parfait. Génial, merci. J'ai eu la bonne idée d'éteindre, oui. Voilà. Éteignez vos micros, s'il vous plaît, et nous allons enfin commencer. Ça va, je pense que tous les micros sont éteints. Donc, je reprends ce que j'étais en train de dire. Nous allons travailler aujourd'hui, comme je l'ai annoncé hier, sur le texte, l'extrait donc que je vous ai choisi des pages 117 et 118 que je vais remettre à l'écran maintenant, hein. Alors, j'ouvre la fenêtre. Voilà. Alors, est-ce que tout le monde, alors, ça va se, est-ce que tout le monde voit le texte à l'écran? Oui, parfait. Très bien. Donc, on va essayer de suivre. Nous l'avons situé hier, hein, mais je vais reprendre un peu et poursuivre l'explication et ensuite, comme nous l'avons annoncé aussi, réfléchir au plan de commentaires composés. Donc, je vais le lire très rapidement. À peine eus-je commencé d'écrire, je posai ma plume pour jubiler. L'imposture était la même, mais j'ai dit que je tenais les mots pour la quintessence des choses. Rien ne me troublait plus que de voir mes pattes de mouche échanger peu à peu leur luisance de feu follet contre la terne consistance de la matière. C'était la réalisation de l'imaginaire. Pris au piège de la nomination, un lion, un capitaine du Second Empire, un bédouin s'introduisaient dans la salle à manger. Ils y demeureraient à jamais captifs, incorporés par les cygnes. Je crus avoir ancré mes rêves dans le monde par l'éclatement d'un bec d'acier. Je me fis donner un cahier, une bouteille d'encre violette. J'inscrivis sur la couverture « Cahier de roman ». Le premier que je menai à bout, je l'intitulai « Pour un papillon ». Un savant, sa fille, un jeune explorateur athlétique remontaient le cours de l'Amazone en quête d'un papillon précieux. L'argument, les personnages, le détail des aventures, le titre même, j'avais tout emprunté à un récit en images paru le trimestre précédent. Ce plagiat délibéré me délivrait de mes dernières inquiétudes. Tout était forcément vrai puisque je n'inventais rien. Je n'ambitionnais pas d'être publié, mais je m'étais arrangée pour qu'on m'eût imprimé d'avance et je ne traçais pas une ligne que mon modèle ne cautionnât. Me tenais-je pour un copiste? Non, mais pour un auteur original. Je retouchais, je rajeunissais, par exemple, j'avais pris soin de changer les noms des personnages. Ces légères altérations m'autorisaient à confondre la mémoire et l'imagination. Neuve et tout écrite, des phrases se reformaient dans ma tête avec l'implacable sûreté qu'on prête à l'inspiration. Je les transcrivais, elles prenaient sous mes yeux la densité des choses. Si l'auteur inspirait, comme on croit communément, et autre que soi, au plus profond de soi-même, j'ai connu l'inspiration entre 7 et 8 ans. Je ne fus jamais tout à fait dupe de cette écriture automatique, mais le jeu me plaisait aussi pour lui-même. Fils unique, je pouvais y jouer seul. Par moments, j'arrêtais ma main, je feignais d'hésiter pour me sentir franc sourcilleux, regard halluciné, un écrivain. Voilà le texte. Ça va pour tout? Vous m'avez bien écouté? Ça va? Il n'y a pas eu d'interruption? Oui, parfait, Shadia. Pour la situation, je répète rapidement ce que j'ai dit hier. Alors, nous avons pour la partie... Bon, je vous ai conseillé de commencer par... alors, j'accepte. De commencer par les 2 premiers volets de l'introduction. Et je vous ai fait une petite proposition. Pour le premier volet, voici ce que je vous ai dit. À propos donc de l'introduction générale du texte. Se situant au tout début de la deuxième partie intitulée « Écrire », des mots de Jean-Paul Sartre, cet extrait renvoie justement à cette activité de l'écriture. Donc. À la suite d'une première partie consacrée à la découverte de la lecture, intitulée « Lire », succède la phase de l'écriture par imitation, qui commence par les premières tentatives de l'enfant,
Première tentative de l'enfant, vue et analysée par l'écrivain qu'il devient. Voilà. Donc, d'après cette première présentation très générale, il y a une idée qui apparaît et qui est une idée fondamentale dans les mots. Cette idée est la suivante, c'est la superposition entre deux instances énonciatives, si vous voulez, ou bien la superposition entre, pour simplifier, entre le point de vue de l'auteur, philosophe, et celui de l'enfant. D'accord? Nous avons, j'ai souligné, hein, j'ai mis en gras les différents verbes ou voilà les différents moments où l'auteur exprime les sentiments, les sensations ou les impressions de l'enfant, par exemple. Hein. Et donc, il y a superposition entre le point de vue de l'auteur philosophe, on va voir, on va essayer de démêler la voix de l'auteur de celle de l'enfant, et celle de l'enfant. Donc, superposition entre le point de vue de l'auteur philosophe et celui de l'enfant, qui est souvent la voix de la réflexion, la voix qui juge, si vous voulez. La voix de l'auteur est celle qui juge l'enfant, et l'auteur, on va le voir, hein, juge généralement très sévèrement l'enfant, ou bien il le tourne en dérision, il le critique d'une manière évidemment indirecte, etc. Donc, gardez bien en tête la double voix, la polyphonie, si vous voulez, le dédoublement. Il y a Sartre philosophe, la voix de Sartre philosophe et la voix de Sartre enfant. Donc, voilà pour la première partie générale de l'introduction. Ensuite, pour la deuxième partie qui situe plus précisément le texte ou bien le passage dans son contexte immédiat, eh bien, je vous ai fait la proposition suivante. Un échange épistolaire entre Poulou et son grand-père est le déclic qui a poussé l'enfant entre 7 et 8 ans à s'essayer à l'écriture. Bon, je vais nuancer un peu cette affirmation tout à l'heure. Donc, l'échange épistolaire a été le déclic qui a poussé Sartre, enfant, à s'essayer à l'écriture. D'abord en réécrivant en alexandrin les fables de La Fontaine, qui lui déplaisaient, comme il le dit, hein, dans leur version originale. Ensuite, en réinventant les aventures de Cricri. Et c'est de cela qu'il s'agit dans notre texte. Le texte aborde la démarche de l'écrivain néophyte, l'écrivain en herbe, si vous voulez, ainsi que les sensations et les réflexions qui l'accompagnent. Voilà, c'est une situation dans le contexte immédiat, et puis finalement, à la fin, une idée générale du texte, hein, l'idée générale ou l'objet du texte. Hein. Le texte aborde la démarche de l'écrivain néophyte, ainsi que les sensations et les réflexions qui l'accompagnent. Voilà, nous n'abordons pas pour le moment l'idée de l'ironie, la dérision, etc. On va aborder tout cela au cours du développement. La troisième partie de l'introduction, et bien sûr, hein, évidemment, on ne peut pas l'énoncer tout de suite, on ne peut pas la rédiger avant l'analyse du texte. Donc, voilà. Nous avons commencé à analyser la toute première phrase du texte hier. Est-ce que tout est clair pour l'instant? Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que c'est clair? Oui, merci, Chedia. Avez-vous des questions avant de commencer? Si vous avez des questions, activez votre micro et allez-y. Non, non. On est 14. Hein? Donc, on commence. Alors, que je retrouve ma page. La première phrase que nous avons commencé à analyser hier, hein, à peine eus-je commencé d'écrire, je posai ma plume pour jubiler. Je vous ai dit que ce sont deux propositions hein, liées, vous me l'avez dit hier aussi, hein, par un lien logique de cause à conséquence. Nous avons aussi souligné la quasi-simultanéité entre les deux actions évoquées dans les deux propositions.
À peine eus-je commencé d'écrire, je posais ma plume pour jubiler. Donc, il y a un immédiate joie, jouissance, l'extrême plaisir, si vous voulez. Et vous pouvez d'ailleurs chanter la solitude et l'imposture et la comédie de l'écriture. Bon, donc je reviens à ma phrase. À peine eus-je commencé que je posais ma plume pour jubiler. Donc, ici, on repère la première instance, le premier niveau, la voix de l'enfant. L'enfant jubile, l'enfant écrit parce qu'il ressent du plaisir ou bien pour rechercher, il trouve un certain plaisir, à écrire, voilà. Et pas un certain plaisir, mais un plaisir profond, extrême. Voilà la voix de l'enfant, si vous voulez. Mais lit-on aussi, est-ce qu'on peut repérer, est-ce que la voix de l'auteur, de Sartre, est présente ici? Qui pourrait me répondre? Est-ce qu'on retrouve cette superposition entre la voix de l'enfant et la voix de l'auteur dans cette phrase, qui apparemment ne concerne que les sensations de l'enfant, qui prend du plaisir à écrire? Je vous écoute. Alors, je désigne au hasard Nédia, par exemple, Nédia Mahjou. Oui, je crois que je tenais les mots pour la quintessence des choses. On n'en est pas encore là, pardon Nédia, mais on n'en est pas encore là. Je parle vraiment de la toute première phrase. D'accord. Monsieur Belguessem, s'il vous plaît, désactivez votre caméra. Alors, l'imposture était la même. Ici, il peut parler de son enfance, aussi peut parler du moment où il écrit, c'est-à-dire peut-être jeune et peut-être adulte. D'accord. Non, moi je parle toujours de la première phrase, la première phrase, uniquement, première phrase. C'est-à-dire, à peine eus-je commencé d'écrire, je posais ma plume pour jubiler. Est-ce que c'est dans l'expression de l'extrême jouissance, ne lit-on pas quelque part dans cette exagération, si vous voulez, est-ce qu'on peut mettre donc en rapport l'exagération, l'hyperbole, si vous voulez aussi, suggérée par le terme jubilé, de l'extrême jouissance, avec l'ironie, par exemple? La dérision et l'ironie parcourent le texte du début à la fin. Donc, à chaque fois, comme je vous l'ai dit, il y a cette superposition des deux voix. S'il vous plaît, Monsieur Bakouche, éteignez votre caméra. Voilà, et donc cette superposition-là se lit du début à la fin, et le verbe jubiler n'est pas innocent, ne concerne pas seulement la sensation d'extrême puissance de l'enfant, mais il s'agit d'une forme de distanciation par rapport à l'enfant. Bon, on va le voir par la suite aussi. Donc, dès la première phrase du texte, on note d'abord l'utilisation de la première personne du singulier. Donc, il s'agit d'une autobiographie et l'auteur relate un souvenir d'enfance. Voilà, c'est vraiment le point de départ. Ce souvenir d'enfance est rendu dynamique et vivant grâce à l'utilisation du passé simple. À peine eus-je commencé d'écrire, je posais ma plume pour jubiler. Il y a, bien sûr, comme on l'a dit, il y a cette immédiateté. Les actions sont ponctuelles, sont précises et sont rapides aussi, mais il y a aussi le récit devient d'autant plus vivant et dynamique grâce à l'utilisation du passé simple. Ce souvenir n'est pas banal.
car il correspond à sa première réelle tentative littéraire, donc à la première réelle tentative littéraire de l'enfant Sartre. Le souvenir raconté dans la dernière partie justement de la partie lire, de lire. Donc aux pages 111, 112, nous avons aussi montré dans le fascicule que ce souvenir-là n'est pas anodin, n'est pas banal. C'est un souvenir qui a marqué l'enfant, qui a été déterminant dans sa vocation d'écrivain. J'espère que vous vous rappelez de cet extrait-là que je vous ai expliqué dans le fascicule. Il s'agit de, là encore, je l'ai évoqué hier, du souvenir où l'enfant a été confronté au monde de la réalité, et c'est là qu'il a découvert son néant. Il a découvert qu'il ne représente rien pour les enfants qui jouaient dans le jardin de Luxembourg. Et voilà. Et donc, chaque souvenir sélectionné par Sartre dans l'ensemble de l'œuvre, chaque souvenir est représentatif d'un moment déterminant dans son parcours dans sa vie d'enfant et dans son parcours d'écrivain aussi. Et rappelez-vous donc de tout ce qu'on a dit à propos de la définition de l'autobiographie. Hier, on a parlé de la définition de Le Jeune, par exemple, qui parle du parcours individuel et du récit de la formation d'une personnalité. Et donc, toujours, pour commencer, essayer de situer le souvenir dans le parcours de l'enfant et dans le parcours de l'auteur et de montrer son intérêt au moment précis où s'intègre l'extrait. Donc, ce souvenir n'est pas banal car il correspond à la première réelle tentative littéraire de Sartre, qui est largement commentée par l'auteur lui-même. On peut noter des allusions éparses dans le texte qui renvoient au regard de l'enfant, au premier niveau donc, dont je vous ai parlé. On peut, bon, j'anticipe là encore, il y a tout un champ lexical en rapport avec la vie de l'enfant ou la vie de l'écolier aussi. Je note par exemple le mot plume. Rappelez-vous de la plume de l'écolier. Bon, il y a le mot aussi cahier, le mot bouteille d'encre, enfin l'expression bouteille d'encre violette. Tout cela donc renvoie au monde de l'enfance. Il y a aussi les métaphores. Bon, qu'on va retrouver aussi par la suite, les métaphores mes pattes de mouche, les grattements d'un bec d'acier. À quoi renvoient ces métaphores-là? Mes pattes de mouche. Voilà, bec d'acier, c'est ça. Donc, mes pattes de mouche, les grattements d'un bec d'acier, renvoient à quoi? Aux mots qui... Non, pas forcément pour le moment, mais aux mots qui sont griffonnés par l'enfant, qui sont transcrits, écrits par l'enfant et qui sont vus par l'enfant comme des pattes de mouche. D'accord? Donc, il y a un rapprochement entre les mots et les pattes de mouche. Même, c'est le regard de l'enfant ici qui intervient. Bon, l'ironie, on peut évidemment interpréter cela dans le sens de l'ironie, mais on va y revenir par la suite. Voilà, donc à peine je commençais d'écrire, je posais ma plume pour jubiler, l'imposture était la même. Donc, nous avons là encore hier commenté le terme imposture qui est en rapport avec le pacte de sincérité. Donc, ce pacte-là n'est évidemment pas à respecter, parce que il est question d'imposture, donc de tromperie, de mensonge, et le mot imposture est répété plusieurs fois dans l'ensemble du roman, mais on le retrouve aussi dans le passage qui précède immédiatement notre passage. Il parle et le narrateur ici parle d'une double imposture. Page 117, vainement
je ne pouvais plus ignorer ma double imposture. Je feignais d'être un acteur feignant. Donc, je ne pouvais plus ignorer. Ça veut dire que de l'imposture, de cette vie de comédien qu'il menait. Donc, hein, je feignais et feignant. Donc, vous voyez que la répétition du verbe corrobore donc la double imposture et illustre bien la double imposture. Je feignais d'être un acteur, feignant d'être un héros, avec aussi un renvoi à une répétition du verbe feindre à la fin de notre passage. Je feignais d'hésiter pour me sentir, franc sourcilleux, regard halluciné, un écrivain. Donc, le thème de l'imposture est évidemment à explorer dans chaque texte. Donc, et d'ailleurs, hein, vous avez l'utilisation de l'article défini dans l'évocation de l'imposture. Donc, l'imposture est un mot évoqué précédemment et avec ces différentes acceptions, si vous voulez. Ces différentes acceptions parce que l'attribut est ici la même. L'imposture était la même. Donc, il menait cette vie mensongère de plusieurs manières. L'imposture était la même, mais j'ai dit que je tenais les mots pour la quintessence des choses. Ici, l'idée est très intéressante. Ce rapport entre les mots et les choses. Qui pourrait me commenter cette idée-là? J'ai dit que je tenais les mots pour la quintessence des choses. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que je peux... Oui, allez-y. Les choses n'existent qu'à partir du moment où elles sont nommées, non? D'accord. Dans un certain sens, oui. Les mots sont la quintessence des choses. Je prenais les mots pour la quintessence des choses, c'est ça? Je tenais les mots pour la quintessence des choses. Donc, cela renvoie surtout, enfin, dans un premier niveau, à l'enfant, à la perception de l'enfant. N'est-ce pas? Oui. Je vais vous lire une citation de Sartre, une phrase de Sartre qui figure dans Situation 9. Si vous prenez votre bibliographie à la fin du fascicule, vous allez trouver la référence à un ouvrage de Sartre qui s'intitule Situation 9, dans lequel il consacre un chapitre à la réflexion sur l'autobiographie et sur les mots. Et dans Situation 9, Sartre explicite sa relation au langage en disant j'ai longtemps confondu, quand j'étais môme, donc quand j'étais enfant, je crois, les mots et les choses. Je veux dire que le mot de table, c'était la table. Donc, quand il dit, je relis la citation, elle est intéressante. J'ai longtemps confondu, quand j'étais môme, je crois, les mots et les choses. Je veux dire que le mot de table, c'était la table. Donc, souvent dans l'esprit de l'enfant, le mot se confond avec l'objet. Le mot se confond avec la chose. Et donc ici, c'est ce que veut dire Sartre. Je tenais, donc il emploie l'imparfait et il part dans un premier niveau de sa perception d'enfant, de sa perception de la relation entre les mots et les choses. Le mot désigne la chose. Et il est question là encore dans le texte des mots, de la place des mots dans la réflexion sur l'écriture qui est menée ici du début à la fin. J'anticipe là encore, les mots sont aussi désignés par plusieurs autres termes. Donc, il y a un champ lexical des mots qu'il convient de relever. Ils sont tantôt, par exemple, les pattes de mouche et tantôt les signes qui incorporent l'idée, par exemple. D'accord? Donc, là encore, c'est... la réflexion sur les mots peut passer aussi par une réflexion sur le lexique qui désigne les mots. Donc c'est ça, l'imposture était la même, mais j'ai dit que je tenais les mots pour la quintessence des choses.
Rien ne me troublait. Voilà. Et ça va après, il va poursuivre cette réflexion-là. Rien ne me troublait plus que de voir. Et ça, cela désigne la vision de l'enfant, le regard de l'enfant encore. Hein. Rien ne me troublait plus. Et le trouble, donc, rejoint aussi la jubilation. Le plaisir, si vous voulez, c'est le trouble. Oui, le trouble peut désigner ici le plaisir aussi. Hein. Mais pas seulement. Rien ne me troublait plus que de voir mes pattes de mouche échanger peu à peu leur luisance de feu follet contre la terne consistance de la matière. Deux points, et là les 2 points explicatifs, ou non, hein, on va voir ce qu'ils signifient, sont importants. Hein. Les 2 points sont très présents dans les mots. Et ils introduisent la réflexion suivante qui est très intéressante, c'était la réalisation de l'imaginaire. Donc, rien ne me troublait plus que de voir mes pattes de mouche échanger peu à peu leur luisance de feu follet contre la terne consistance de la matière. Donc, les pattes de mouche, ce sont les mots inscrits par Sartre. Donc, les pattes de mouche, c'est une périphrase qui désigne les mots, tout simplement. Échanger peu à peu. Donc, il y a l'idée de quoi? À travers échanger peu à peu. Les pattes de mouche échanger peu à peu leur luisance contre la terne consistance de la matière. Qu'est-ce qu'il y a eu ici? La fiction et la réalité, non? Rêve et fiction. Le rêve et la fiction, non? Rêve et fiction. Pas tout à fait, mais oui, je vois ce que nous a écrit monsieur. Voilà, je suis pas en train de lire. Hein. La magie, voilà. Il s'agit enfin, c'est comme il y a une sorte de métamorphose ou transformation quasi magique, quasi merveilleuse. Donc l'écriture ou le début de l'écriture est assimilé à une action quasi merveilleuse, quasi magique, on va dire. Hein. C'est ce qui explique encore le trouble. Il est troublé par cette transformation qui se passe sous ses yeux, si vous voulez. Rien ne me troublait plus que de voir. Donc, le verbe voir est important hein, parce que c'est la perception, c'est sous le regard de l'enfant que la transformation se passe. Oui, caractère magique, oui, prise de conscience, oui, aussi. Hein. Et donc, les pattes de mouche, donc les simples signes transcrits par l'enfant, se transforment peu à peu en quoi? Donc, ils échangent peu à peu leur luisance de feu follet contre la terne consistance de la matière. Donc, il y a transformation, il y a métamorphose, il y a une transformation impressionnante pour l'enfant. L'enfant arrête sa plume pour admirer hein, l'action qu'il venait de faire, etc. Mais de quoi s'agit-il exactement? Donc, il y a 2 idées clés qui sont évoquées ici, et qui sont d'ailleurs liées, hein, et qui résument toute la réflexion à propos des mots et des choses. Les mots sont la quintessence des choses et l'écriture est avant tout une création. Donc, les mots est un terme fondamental dans l'œuvre. C'est d'abord, n'oubliez pas hein, que les mots est d'abord le titre choisi par Sartre. Et il est préféré à plusieurs autres titres, comme je vous le précise dans le fascicule. Le titre révélateur, par exemple, de Jean sans terre. Jean sans terre, Jean sans père, Jean sans héritage, etc. Donc, Sartre préfère quand même le titre, les mots, parce qu'il renvoie, selon lui certainement, hein, au contenu de son texte. C'est dire l'importance des mots qui accomplissent le passage de la lecture à l'écriture. Les 2 volets de l'autobiographie, évidemment. Et ils accomplissent aussi le passage de la pensée abstraite à sa réalisation concrète.
Et bon, là encore, j'anticipe, il y a 3 réseaux lexicaux. Cette idée du pouvoir des mots comme moyen lumineux de médiation. Donc, les mots ou bien le langage constitue un médium, un moyen, comment dire, le moyen fondamental qui assure le transfert de l'esprit de l'enfant, de l'imagination de l'enfant à la matérialisation, à la concrétisation de sa pensée. Donc, 3 réseaux lexicaux matérialisent cette idée du pouvoir des mots comme moyen lumineux de médiation, avec bien sûr la métaphore exprimant leur luisance de feu follet qu'ils perdent dès qu'ils prennent forme, donc la forme de mots, la forme concrète que l'enfant voit, donc qu'ils soient signes. Donc les mots sont désignés par le terme signe, par le terme aussi nomination, par ligne, phrase écrite, capable donc de transformer l'imaginaire, les rêves, la mémoire et l'imagination en les fixant et en leur donnant la consistance de la matière. Et là, je reprends bien sûr l'expression les expressions utilisées par ça, la consistance de la matière et la densité des choses. Vous voyez, donc, il s'agit ici de relever les utopies ou bien toutes les désignations des mots et de les classer en fait. Et dans votre développement, dans votre analyse, vous devez bien analyser ce champ lexical-là en classant les différents aspects, les différentes nuances. Je reviens à ma phrase. Rien ne me troublait plus que de voir mes pattes de mouche échanger peu à peu leur luisance de feu follet contre la terne consistance de la matière. Il est intéressant maintenant de voir comment cette transformation s'opère. Comment il y a une sorte de jeu de clair-obscur ici. La lumière se transforme en prend un caractère terne, si vous voulez. Qui pourrait m'expliquer cette image-là de la transformation des mots lumineux en terne consistance de la matière? Hatem, par exemple, Hatem Nasri. Ah, d'abord, que veut dire feu follet? Est-ce que quelqu'un aurait une réponse? Alors, je jette un œil sur le chat, et je vois pas mal de réponses intéressantes. Les mots, Hamza Trabeshi donc me dit, les mots ont aussi la fonction de faire exister les rêves et la fiction. Oui, bien sûr, ils remplissent ce rôle de médiation, justement, entre les rêves, l'imaginaire et ce qui est écrit, et l'écrit d'une manière générale. Clair-obscur, oui, clair-sombre, d'accord, mais que signifie cette transformation? Pourquoi est-elle si troublante pour le narrateur? D'abord, qu'est-ce qu'un feu follet? Un feu follet, c'est une petite flamme. Elle est vue comme la manifestation d'esprits malins. Et voilà. Et donc, dans la désignation feu follet, déjà, il y a cette idée de merveilleux sous-jacente qui apparaît et qui est intéressante. Et en fait, ces pattes de mouche, c'est assimilé à ces feux follets, représente l'idée
telle qu'elle est conçue dans l'esprit de l'enfant, dans l'imagination. Et dès que l'idée est transcrite, dès qu'elle est mise noir sur blanc sur un papier, si vous voulez, elle perd, comment dire, cette densité-là et elle se matérialise. Elle est fixée par l'écrit, si vous voulez. D'accord? Elle devient presque réelle. Et il le dit, hein, c'était la réalisation de l'imaginaire. Donc, le transfert de l'esprit, de l'imagination, hein, de l'esprit de l'enfant vers le papier se fait par l'intermédiaire des mots et l'idée, comment dire, se matérialise, devient concrète. Et il s'agit hein, de cette, enfin, il est question aussi de cette relation entre les mots et les choses. Les mots sont la quintessence des choses et Sartre illustre cette idée dans cette phrase-là qui mime la transformation des pattes de mouche lumineuses, idées lumineuses, vers leur matérialisation concrète dans l'acte d'écrire, si vous voulez. C'était la réalisation de l'imaginaire. On passe. On passe toujours à l'illustration de cette idée-là. Illustration par un exemple concret dans la phrase suivante. Prise au piège de la nomination. Un lion, un capitaine du Second Empire, un bédouin s'introduisaient dans la salle à manger. Ils y demeureraient à jamais captifs, incorporés par les signes. Je crus avoir ancré mes rêves dans le monde par les grattements d'un bec d'acier. Vous voyez que l'idée se précise au fil des phrases. Au début, nous avons l'idée générale, hein, comment dire, Sartre énonce une idée générale selon laquelle les mots sont la quintessence des choses dans l'esprit de l'enfant. Ensuite, il voit comment s'opère cette transformation-là sous ses yeux. Ensuite, il donne une idée sur, ou bien il illustre par des exemples concrets de ces tentatives d'écrivain. Prise au piège de la nomination, un lion, un capitaine du Second Empire, un bédouin. Que désigne cette énumération? Un lion, un capitaine du Second Empire, un bédouin s'introduisait dans la salle à manger. Ce sont les personnages choisis par l'enfant pour commencer ses premières tentatives d'écrire. Et il sera aussi question par la suite d'autres personnages. Donc, un lion, un capitaine du Second Empire, un bédouin, ce sont les personnages que l'enfant Sartre va emprunter, va prendre, va transférer de ses lectures d'enfant vers ses propres tentatives d'écrire. Donc, il imite finalement. Et apparemment, enfin, les critiques disent que les magazines pour enfants de l'époque avaient pour personnages justement des animaux comme le lion par exemple, des personnages historiques, des personnages exotiques si vous voulez comme le bédouin, etc. Mais là encore, ce qui est intéressant, c'est que le regard de l'enfant est toujours présent. L'enfant qui manipule ces personnages, qui extrait ces personnages de ses lectures pour les incorporer, pour les introduire dans ses propres écrits, imagine ces personnages s'introduire dans son propre salon. Et en fait, le salon désigne le monde de l'enfant solitaire en train d'écrire. Vous voyez? Est-ce que vous avez des questions à poser? Chédia, toujours là, Chédia? Avez-vous des questions à écrire? Et est-ce que vous m'entendez bien? Voilà. Oui, je vous entends. Oui. Je voulais savoir, est-ce qu'on va expliquer linéairement
phrase par phrase. Ou on va... Vous inquiétez pour le temps, c'est ça? Oui, parce que c'est trop détaillé. Est-ce qu'on va prendre toutes les idées? Un peu pour ce que vous inquiétez un peu pour le temps. Un bec d'acier, hein. Je crus avoir ancré mes rêves dans le monde par l'écrasement d'un bec d'acier. Je l'ai aussi commenté, hein. C'est l'imaginaire, c'est ce qu'il y a dans l'esprit de l'enfant qui est transcrit, matérialisé sur le papier à travers l'instrument qui lui permet de transcrire les mots. Je me fis donner un cahier, une bouteille d'encre violette. J'inscrivis sur la couverture cahier de roman. Donc, l'enfant prend l'initiative d'écrire. Il désire écrire. Et ce désir-là, évidemment, induit par la suite à l'obtention d'un plaisir. Il y a un plaisir recherché et obtenu par la suite. Le premier que je menais à bout, je l'intitulais « Pour un papillon ». Donc, vous voyez qu'il décrit les étapes par lesquelles il passe pour commencer son roman, si vous voulez, pour commencer à écrire. Donc, il se donne les moyens de le faire, hein, et les moyens matériels, le stylo, la plume, la bouteille d'encre, etc. Il écrit et transcrit cahier de roman, donc pour donner un titre à son action, si vous voulez. Et puis, le premier que je menais à bout, je l'intitulais « Pour un papillon ». Donc, ici, nous avons finalement la démarche de l'écrivain qui est explicitée. L'écrivain donc choisit un titre à son roman et commence à l'écrire. Qu'est-ce qu'il fait? Il choisit des personnages. Donc, le titre, c'est « Pour un papillon ». Les personnages sont un savant, sa fille, un jeune explorateur athlétique. Ensuite, remonter le cours de l'Amazone en quête d'un papillon précieux. Donc ici, nous avons le canevas, le schéma d'un conte pour enfants. Donc, nous avons le schéma du conte, l'intrigue du conte pour enfants, généralement centrée sur la quête et sur un objet de quête en particulier. Nous avons aussi l'ancrage spatial. L'Amazone, c'est un espace exotique, lointain, etc., comme celui des contes. Et donc, l'intrigue et les personnages sont bien détaillés et sont bien assimilés par l'enfant. Mais ces personnages-là, est-ce qu'ils sont choisis d'une manière arbitraire ou bien ont-ils quand même un lien avec l'enfant lui-même, avec la vie de l'enfant lui-même? Est-ce que vous avez remarqué est-ce que vous pouvez faire un rapprochement entre les personnages choisis et les personnages des mots? Qui pourrait me répondre à cette question? Est-ce qu'un savant, sa fille et le jeune explorateur athlétique renvoient à des personnages que vous avez déjà rencontrés en lisant les mots? Je ne sais pas si la question est bien posée ou pas. Alors, Hatem Nasri, qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être le savant, c'est le grand-père, la fille, c'est sa mère, et l'explorateur, c'est lui, c'est Sartre. C'est lui-même. Voilà, bravo, merci. Voilà, exactement. Donc, vous m'avez posé la question, Nidia, tout à l'heure, en me disant est-ce qu'il a du mal à mettre son imagination par écrit, si vous voulez. Il y a donc ce qu'écrit Sartre est tiré de ses lectures, mais en même temps de sa propre vie. Il y a une projection qui se fait de manière évidente, hein, parce qu'un savant, comme vous venez très bien, comme vous venez de le remarquer, hein, un savant désigne Charles Schweitzer, sa fille c'est Anne-Marie, et le jeune explorateur athlétique c'est forcément Sartre.
Je ne sais pas si vous vous rappelez du passage de la page, des pages 111 et 112, hein, où Sartre parle des personnages qui le fascinaient dans ses lectures. Ce sont les personnages d'athlètes, de héros, donc. Hein. Parfait. Donc, un savant, donc finalement, l'enfant joue la comédie de l'écriture, mais il est aussi l'objet de ses écrits. Hein. Et il se donne aussi, il s'attribue le rôle de héros. Rappelez-vous, le rôle de héros qu'il n'a pas pu obtenir quand il a vu les enfants dans le parc, dans le jardin du Luxembourg. Donc, nous avons le titre, l'intrigue, les personnages, bien sûr, qui correspondent aux personnages de la vie réelle de l'enfant. Donc, là, et Sartre le dit très bien par la suite, hein, l'argument, les personnages, le détail des aventures, le titre même, parce qu'il dit d'abord, remarquez bien, il dit « je l'intitulais », mais il dit par la suite que le titre même était emprunté. Donc, j'avais tout emprunté à un récit en images paru le trimestre précédent. D'accord ? Il ne dit évidemment pas que les personnages correspondent à ceux du grand-père, de la mère, etc. Par la suite, il qualifie sa démarche de plagiat délibéré. Donc, il a imité les aventures de ces magazines, du magazine d'enfance, donc, d'une manière tout à fait consciente. Donc, mais remarquez ce qu'il dit. Vous m'avez hier parlé de la définition péjorative du mot plagiat. Est-ce que plagiat est ici utilisé dans son sens péjoratif? Apparemment, pas du tout. Parce que c'est un plagiat délibéré, conscient donc. Ce plagiat délibéré me délivrait de mes dernières inquiétudes. Donc, il est présenté comme étant vraiment positif, comme ayant un effet tout à fait positif. Tout était forcément vrai puisque je n'inventais rien. Donc, ici, évidemment, il y a toute une réflexion menée de manière sous-jacente, non pas par l'enfant, mais par l'écrivain Sartre, sur l'écriture. Le roman, parce que c'est un cahier de roman, hein, sur le genre du roman, le roman comme le dirait Aragon, du mentir vrai. Le roman se présente comme une réalité, mais il est au fond qu'une fiction, si vous voulez. Donc, tout était forcément vrai, puisque je n'inventais rien. Vous voyez qu'il y a une réflexion sur la part d'invention et la part de vérité et de vraisemblance, peut-être aussi. Et il va encore plus loin. Je n'ambitionnais pas d'être publié, mais je m'étais arrangée pour qu'on me imprimait d'avance et je ne traçais pas une ligne que mon modèle ne cautionna. Donc, le plagiat est délibéré, l'imitation semble être parfaite parce qu'il ne traçait pas une ligne que son modèle ne cautionna. Que veut dire cautionner? C'est-à-dire que tout ce qui est écrit figure dans son modèle. Donc, c'est une imitation qui se présente comme étant parfaite. Je n'inventais rien, je n'écrivais pas une ligne qui n'existerait pas dans mon modèle. J'essaie de progresser rapidement. Il poursuit par une question. Me tenais-je pour un copiste? Non. Donc, la question ici, c'est pas du tout une question rhétorique, c'est une question qui nécessite une réponse et il la donne. C'est peut-être aussi que Sartre anticipe le questionnement du lecteur lui-même, du lecteur qui s'étonne de cette imitation et de ce plagiat délibéré, si vous voulez. Me tenais-je pour un copiste? Non. Donc, il parle de plagiat délibéré, il parle d'imitation parfaite,
il parle de notion. Ensuite, il dit qu'il ne se tenait pas pour un copiste. Donc, plagiat délibéré, absence d'invention, etc. Ce sont les... il s'agit ici de la réflexion de Sartre. Me tenais-je pour un copiste? Non. Il s'agit du regard de l'enfant. L'enfant qui ne se tenait pas, qui ne se considérait pas comme un copiste, comme un plagiaire en fait. Hein. Mais pour un auteur original, donc vous allez constater quand même une contradiction entre ceux qui se disaient avant à travers la voix de Sartre, du Sartre adulte, et ce que voit l'enfant et la perception de l'enfant. Mais pour un auteur original, donc l'enfant se prenait pour un auteur original. Je retouchais, je rajeunissais. Par exemple, j'ai pris soin de changer les noms des personnages. Vous voyez qu'il y a quand même, à travers ce semblant de contradiction en fait, hein, une réflexion réelle sur l'écriture et sur l'intertextualité, sur la part d'emprunt, par exemple. L'enfant reconnaît hein, que ce sont des légères altérations, de légères transformations par rapport au modèle. Mais transformation, il y avait bien transformation, il y a bien manipulation d'un modèle, il y a bien non-conformité à un modèle. D'accord? Mais là, il y a quand même aussi une évolution de l'affirmation par Sartre, du manque d'invention, de l'absence d'ailleurs d'invention, de l'imitation parfaite, du plagiat parfait. Il y a un transfert vers des actions successives qui montrent quand même qu'il y a une transformation, qu'il y a une manipulation du modèle. Je retouchais, je rajeunissais, j'avais pris soin de changer les noms, etc. Ensuite, il dit quand même, neuve et tout écrite, des phrases se reformaient dans ma tête avec l'implacable sûreté qu'on prête à l'inspiration. Donc, du manque ou bien de l'absence d'invention totale, on passe aux légères altérations et ensuite aux reformulations totales de phrases neuves et tout à fait différentes du modèle. Voilà, donc il s'agit de deux visions différentes, hein, de la perception de l'auteur et de la perception de l'enfant, mais en même temps aussi d'une réflexion profonde sur l'écriture qui va se confirmer par la suite. Qui va se confirmer comment, justement? Je fais très vite, hein. J'essaie de parcourir hein, le texte pour être un peu dans les temps et pour avoir le temps de vous proposer un plan de commentaires composés. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il introduit un mot essentiel dans cette réflexion sur l'écriture. Il introduit le mot inspiration. Il vous rappelle quoi le mot inspiration, ce terme-là? Des phrases se reformaient dans ma tête avec l'implacable sûreté qu'on prête à l'inspiration. Alors, qui pourrait me faire une réflexion sur l'inspiration? Oui? L'imagination, non? Ça reflète pas? Non. L'inspiration, j'essaie de vous... Je me dis, j'ai dit, il s'abreuve, quoi. Donc, ça reflète un peu l'imagination. C'est ce que j'ai pensé, en fait. D'accord, l'imagination, mais il a été question de l'imagination avant. Mais le mot inspiration... Sinon, la créativité, voilà. Donc, il est comme un prophète, je crois. Il y a l'inspiration. C'est un peu champ lexical religieux. Oui. Il y a un rapproche entre la méthode surréaliste et la méthode... Ah non, il faut... Maintenant, j'ai plusieurs micros ouverts. Oui, oui, Nadia. Alors, je vais vous désigner. Hein. Nadia, commencez. Oui, Allez. Je crois que... Oui. Essayez d'éteindre, s'il vous plaît, les micros. Oui, Nadia.
Je crois qu'il s'est inspiré de sa vie d'enfant. Ah, son d'accord. auto- Non, le mot inspiration, en fait, voilà, je vais essayer de rapprocher un peu l'idée. Le mot inspiration est en rapport avec un courant littéraire que vous connaissez certainement. Quel est le courant littéraire dans lequel les poètes ou les auteurs parlent de l'inspiration et de l'importance de l'inspiration? Ils se disent inspirés. Voilà, c'est le romantisme, effectivement, oui. Rappelez-vous des nuits, par exemple, des nuits de Musset, qui instaurent un dialogue entre le poète et sa muse. Donc ici, il y a une critique sous-jacente aussi faite par Sartre envers la conception de l'écriture selon les romantiques. C'est l'école romantique qui est visée ici. Il dit finalement qu'on ne peut pas prétendre être inspiré. D'accord? Que c'est un réflexe d'enfant, si vous voulez. Et écoutez la suite. Je l'ai transcrivée. Elle prenait sous mes yeux la densité des choses. Donc, c'est l'idée reprise que nous avons déjà commentée. Alors, mais la suite est intéressante. Si l'auteur inspiré, comme on croit communément, donc il y a hypothèse, et il y a cette incise qui est très intéressante, qui marque une distanciation par rapport à ce que va affirmer le narrateur. Si l'auteur inspiré, qui est celui qui est visé, c'est l'auteur romantique, comme on croit communément, le on, donc le pronom indéfini, si vous voulez, marque cette distanciation et cette distance, oui, que prend Sartre par rapport à l'opinion commune, par rapport donc à la définition du poème, du poète ou de l'écrivain romantique. Donc, si l'auteur inspiré, comme on croit communément, est autre que soi, au plus profond de soi-même, c'est la définition romantique par excellence, hein. J'ai connu l'inspiration entre 7 et 8 ans. Vous voyez? Donc, tout ce qui se disait par rapport au plagiat, par rapport au texte réécrit suivant un modèle, visait, entre autres, la démarche romantique. D'accord? Donc, il y a ironie, distanciation, autodérision et distanciation par rapport à l'enfant et à la démarche naïve de l'enfant. Mais en même temps, il y a un type d'écrivain qui est visé, ce sont les romantiques qui sont visés. Ensuite, dans la même veine critique, Sartre poursuit « Je ne fus jamais tout à fait dupe de cette écriture automatique. » Et il met écriture automatique entre guillemets. À quoi renvoie écriture automatique? Eliès, puisque... Hein? Oui, en principe, il vise le courant romantique, non? Quand il a parlé d'inspiration, oui, il a visé d'une manière directe hein, les romantiques. Mais avec écriture automatique, parce que vous avez déjà entendu parler de cette expression, l'écriture automatique, en rapport avec un autre mouvement littéraire. C'est le surréalisme, hein? Oui, c'est le surréalisme, c'est ça. Exactement. Donc, est-ce que vous avez étudié en histoire littéraire le surréalisme? Non? Le surréalisme en histoire littéraire du XXe siècle. En fait, le groupe surréaliste s'est constitué juste après la Première Guerre mondiale, vers les années 1920, autour d'André Breton. Il y a parmi les écrivains surréalistes connus André Breton, Philippe Soupeau, qui d'autres? Éluard, Paul Éluard, par exemple. Aragon à ses débuts aussi. Je peux citer l'œuvre d'Aragon, très célèbre roman surréaliste qui est Le Paysan de Paris, par exemple. Voilà. Donc, le groupe surréaliste s'est constitué autour d'André Breton. Et il a prôné, entre autres, l'utilisation de l'écriture automatique. C'est-à-dire cette écriture automatique était indépendante d'une construction raisonnable d'une intrigue quelconque, si vous voulez.
En gros, c'est cela, hein, c'est l'écriture autonome. Elle le dit d'une manière très claire dans le manifeste du surréalisme, hein, dans ses manifestes du surréalisme, parce qu'il en a écrit au moins 2. Voilà. Donc, le mouvement littéraire qui est visé, c'est le mouvement surréaliste des années 1920. Donc, d'un même revers de main, si vous voulez, Sartre critique ici la démarche romantique et la démarche surréaliste qu'il assimile à une démarche d'enfant, en fait. Hein. Je termine rapidement, mais le jeu me plaisait. Donc, le mot jeu est très importante parce que l'écriture est perçue par l'enfant comme un jeu. Dans cette dimension, il y a une dimension ludique à l'écriture, si vous voulez. Mais le mot jeu aussi est en rapport avec le surréalisme parce que les surréalistes ont conçu des jeux surréalistes. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du cadavre exquis? Hein? Le cadavre exquis chez les surréalistes. Cadavre exquis, non? Ah non, Hamza, d'accord. C'est un des jeux surréalistes. Hein. C'est le jeu qui consistait à imposer, si vous voulez, une règle précise pour écrire un texte dans le cadre d'un groupe, si vous voulez. Donc, imaginant, si vous voulez, Breton, Éluard, Soupeau réunis ensemble, Breton écrivait le sujet d'une phrase, par exemple, il cachait le sujet, l'autre, donc, son camarade écrivait le verbe et cachait le verbe, et se constitue une suite de mots et une suite de phrases qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Vous avez compris? Et en fait, le résultat du premier jeu surréaliste était le suivant, je vous l'écris, hein, c'est le cadavre exquis boira le vin nouveau. Le vin nouveau. Aïe. Vous voyez, donc c'est la première phrase qui est née de ce jeu surréaliste auquel on a attribué le nom de cadavre exquis. C'est clair ou non? J'espère que oui. Voilà, donc ça c'était pour commenter le mot jeu. Donc, mais le jeu me plaisait. Donc le jeu renvoie en même temps à la perception de l'enfant, au côté ludique, etc., mais aussi au jeu surréaliste. Me plaisait donc toujours cette notion de plaisir liée à l'écriture. Me plaisait aussi pour lui-même. Fils unique, je pouvais y jouer seul. Donc il y a une insistance sur cette solitude qui renvoie là encore à la fin du passage de la partie lire, où il parle de son besoin de solitude après avoir été rejeté par les enfants de son âge. Voilà. Donc, j'arrête là. Donc, le jeu solitaire aussi, c'est la comédie, hein, la comédie solitaire, la comédie de l'écriture. Donc, mais le jeu me plaisait aussi pour lui-même. Fils unique, je pouvais y jouer seul. Par moments, j'arrêtais ma main, je feignais d'hésiter pour me sentir franc sourcilleux, regard halluciné, un écrivain. La dernière image du texte renvoie à quoi? Par moments, j'arrêtais ma main, je feignais d'hésiter pour me sentir franc sourcilleux, regard halluciné, un écrivain. Et un écrivain, c'est dans je l'ai peut-être pas mis, mais dans le texte original, un écrivain est mis en italique. Qu'est-ce que vous pensez de cette dernière phrase? Qu'il est libre de faire ce qu'il veut sans avoir l'imposture, comme il a dit. Oui, c'est pour un enfant solitaire, le jeu de l'écriture est un jeu amusant, plaisant, etc. D'accord?
Mais quand il dit « par moment, j'arrêtais ma main », je feignais d'hésiter. Donc le verbe feindre, hein, la comédie est toujours présente. Je feignais d'hésiter pour me sentir. Et le verbe sentir aussi est très important. Je vous ai mis en gras tout ce qui, tous les mots en rapport avec la sensation. Front sourcilleux, regard halluciné, un écrivain. N'est-ce pas une manière ici de tourner Oui, Elias. Bon, selon ce que j'ai compris, il a créé son salut, il a créé son destin lui-même. Donc, il arrive à, il a cherché, est-ce qu'il a sollicité voilà, auparavant? Non? Quelque part, oui. Mais ici en particulier, j'arrêtais ma main, je feignais d'hésiter pour me sentir, hein, se donner l'impression, front sourcilleux, regard halluciné. Il s'agit de front sourcilleux, regard halluciné. C'est quoi? Ce sont des mimiques, des gestes aussi, hein, quand il s'arrête, quand il arrête sa main. Tout cela fait partie de l'univers de la comédie. Et finalement, il montre que tout écrivain, quelque part, ou bien au moins les écrivains qui sont critiqués, jouent quelque part la comédie de l'écriture. N'est-ce pas? Donc c'est une manière, là encore, de tourner en dérision l'enfant qui joue la comédie de l'écriture, qui joue à l'écrivain, qui joue un rôle, mais en même temps aussi l'écrivain d'une manière générale. Voilà, donc l'enfant imite les écrivains, il joue le rôle de l'écrivain pour se sentir, il se donne des airs d'écrivain, si vous voulez. Donc ici, il y a une, comme je vous l'ai dit, hein, Sartre dénonce la démarche de l'enfant, mais tourne en dérision la démarche de l'enfant, mais il tourne en dérision aussi la démarche de tout écrivain qui ressemble un peu, hein, qui est proche quand même de la démarche de l'enfant, comme il l'a montré à travers l'évocation de l'inspiration et de l'écriture automatique. D'accord? Est-ce que c'est clair globalement? Même si je n'ai pas eu le temps de tout vous dire. Oui? Chédia. Oui, ça va d'une manière générale, oui. Oui, globalement, oui. C'est ce qu'on pouvait faire dans le cadre d'une visioconférence. Ce n'est pas du tout évident, comme je vous l'ai dit. Est-ce que vous avez une idée quand même, hein, puisque je vous ai demandé de réfléchir à la question. Est-ce que vous avez réfléchi à un plan de commentaire composé? Est-ce que quelqu'un a réfléchi à cela? Est-ce que quelqu'un voudrait me présenter son commentaire composé? Son plan de commentaire, avant que je vous fasse moi-même une proposition. Hein? Non? Alors, bon, j'espère que vous avez quand même travaillé, mais je vais vous donner ma proposition pour vous libérer tout de suite après si vous n'avez pas de questions. Il est quand même 15h27 maintenant. Alors, je propose donc un plan en 3 parties. Dans la première partie, je présenterai les motivations de l'enfant. Donc, je parlerai globalement. Lies Bakouche, si vous voulez, s'il vous plaît, désactiver le micro. Voilà, merci. Les motivations de l'enfant. Dans une première, je vous présente les 3 axes. Hein. D'abord, les motivations de l'enfant. Ensuite, une réflexion sur le processus de la création littéraire, ou bien on pourrait donner un autre titre, hein, une définition du travail de l'écrivain, ou bien de la démarche de l'écrivain. Donc, d'abord, les motivations de l'enfant, premier axe. Deuxième axe, une réflexion sur le processus de la création littéraire, ou bien une réflexion sur l'écriture, tout simplement. Et dans un troisième axe, on parlera de la démythification d'une certaine image de l'écrivain. Démythification, je vous l'écris dans le chat. Voilà, démythification de l'écrivain. Donc, les motivations de l'enfant ou bien le regard de l'enfant. Donc, vous consacrerez un axe à l'enfant ou à sa démarche, à son propre point de vue, à sa perception,
à ses sentiments, ce processus-là de l'écriture. Ensuite, vous allez parler de toute la réflexion qui est menée sur la création littéraire, sur la démarche de l'écrivain, et puis tout ce qu'on a dit à propos de la démythification. Une démythification, qu'est-ce que vous entendez dire par ce mot-là? Il y a dans démythification, il y a mythe, donc c'est et dans dé, il y a la négation, donc c'est la négation du mythe de l'écrivain. C'est comment on pourrait dire ça? En fait, le mythe de l'écriture, ou bien le mythe de l'écriture, le mythe de l'écrivain, je sais pas moi, de la démythification de l'écrivain d'ailleurs, du mythe de l'écriture est toujours présent, hein, ne serait-ce qu'à travers l'évocation de Victor Hugo, par exemple, dans l'ensemble du roman. Mais ici, il y a la démythification de l'écrivain, voilà, dépouillement du caractère mythique, par exemple, oui, c'est ça, hein, de l'écrivain romantique, parce qu'il y a un mythe romantique, justement. Démythification de l'écriture des surréalistes, etc. Hein. Donc, c'est la négation du caractère mythique de l'écrivain. C'est un peu descendre l'écrivain de son piédestal, si vous voulez, de sa tour d'ivoire qui est décrite à la fin de la partie lire, par exemple. J'espère que c'est clair. Et donc, je vais vous dire en 2 mots ce qu'on peut dire dans pour développer les différents axes. Donc, pour les motivations de l'enfant, on pourra parler de ses illusions, les métaphores, les pattes de mouche, un bec d'acier, la référence au monde de l'enfance d'une manière générale. On peut parler aussi de la dimension ludique dans les différentes actions décrites pour montrer que l'enfant joue à l'écrivain, que l'enfant joue un rôle, que l'enfant se donne pour rôle, le rôle donc se donne pour statut, hein, le rôle le personnage du héros athlétique, hein, comme on l'a vu, par exemple. Il se donne le beau rôle, si vous voulez, dans son roman. Et puis, la démarche en elle-même présentée comme une source de plaisir pour l'enfant. Donc, tout ce qui touche à la perception de l'enfant pourrait constituer un axe, un premier axe. Un deuxième axe, et c'est l'axe central, et c'est l'axe fondamental, peut être consacré à toute la réflexion sur le processus de la création littéraire, d'abord comme étant une démarche consciente, et une démarche fondée sur l'idée du transfert qui se passe de l'imagination par l'intermédiaire des mots vers la concrétisation en choses ou en matérialité, si vous voulez. Donc, toute une réflexion sur la matérialisation de l'imaginaire. Le travail de l'écrivain aussi est présenté comme un travail d'artisan. Ensuite, dans cette même réflexion, il y a un élément central qui est la réflexion sur le plagiat, sur l'imitation, sur le travail de copiste. Vous pouvez aussi introduire l'idée de compilation. Finalement, dans ce que présente Sartre ici, on peut réfléchir au rôle du compilateur. Si vous ne comprenez pas ce mot, je vous l'expliquerai tout à l'heure pour terminer. Donc, la compilation, que fait le compilateur en fait? Même dans la littérature médiévale, il y a des compilateurs qui réunissent des textes, les découpent et qui créent des jonctions entre ces textes-là et qui créent des œuvres générales constituées de différentes œuvres sources finalement. Donc, on pourrait intituler la deuxième sous-partie de ce deuxième axe du plagiat à la création. Donc, le processus de la création qui va de l'imitation du plagiat à la création. Vous pouvez consacrer aussi une réflexion à l'intertextualité, à la part d'imitation, etc., etc. Dans la troisième partie, vous pouvez terminer dans le troisième sous-axe, donc, qui s'intitule démythification d'une certaine image de l'écrivain.
Vous pouvez dire que Sartre dénonce le manque de créativité chez les écrivains, le recours au plagiat chez certains écrivains aussi, le recours à des schémas connus, maîtrisés chez les écrivains confirmés, et puis le recours à des subterfuges pour écrire. Parmi ces subterfuges-là, il dénonce l'inspiration qui est redéfinie ici dans le texte, et puis il dénonce l'écriture automatique. C'est en cela qu'il y a des mythifications. Les surréalistes dans les années 60 et les romantiques constituaient, donc le romantisme et le surréalisme constituaient des mouvements littéraires reconnus, admirés, analysés, etc. Voilà. Donc il y a finalement, si vous voulez, à la fin, une déconstruction du mythe de l'écrivain, à travers notamment cette mise en scène finale de l'enfant qui se donne des airs d'écrivain, si vous voulez. Voilà, j'ai presque terminé. Est-ce que vous avez des questions? Avez-vous des questions à poser? Donc voilà, j'ai essayé d'analyser rapidement le texte, même si j'ai pas pu tout vous dire. J'ai essayé de vous proposer un plan de commentaires. J'espère que vous pourrez par la suite vous en servir et éventuellement rédiger l'ensemble du commentaire. Je vous le conseille vivement, c'est très important. Je vous recommande de lire plusieurs fois le roman et de me montrer que vous avez bien lu le roman. Je ne veux pas voir de contresens comme je le vois souvent dans les copies. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Merci, madame. Merci. Merci à vous. Merci d'avoir bien suivi le commentaire. Des questions? Alors, je vous remercie et je vous souhaite bonne chance et une bonne continuation pour la suite. Voilà. À bientôt. À bientôt. Merci, madame. Au revoir. Merci, au revoir. Merci. Ciao, ciao. Merci, au revoir, madame.